octobre 2021. Je venais de décrocher un contrat très bien payé en tant qu'archiviste numérique privé pour un avocat à la retraite dans un coin reculé du Jura. Le travail semblait assez simple sur le papier. On m'avait engagé pour vivre dans une suite d'invités sur la propriété pendant 3 semaines, le temps de numériser des milliers de dossiers physiques, de vieilles photographies et des journaux intimes stockés dans une bibliothèque climatisée. La paye était de 12 000 € pour moins d'un mois de travail. J'aurais dû me demander pourquoi le salaire était si élevé pour un boulot qu'un simple stagiaire aurait pu faire. Le domaine était immense, un manoir en pierre construit à la fin des années 1920, niché au bout d'un chemin privé de 6 kilomètres. Le propriétaire, un homme que je ne connaissais que sous le nom de Monsieur Rochefort, était censé voyager en Europe et ne reviendrait pas avant la fin de mon contrat. On m'avait donné un code pour l'entrée latérale et une série d'instructions laissées sur le bureau en acajou de la bibliothèque. Mon seul contact était un homme nommé Arthur, qui se présentait comme le gestionnaire de la propriété. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne. Il ne me parlait qu'à travers l'interphone interne de la maison, un de ces vieux systèmes des années 70 qui avait été encastré dans les murs de chaque pièce. Les 2 premières nuits se sont bien passées, même si je me sentais un peu seul. La bibliothèque était une pièce circulaire avec des étagères allant du sol au plafond et une échelle coulissante. Je passais 10 heures par jour à insérer des documents dans un scanner à haute vitesse. Le seul son était le bourdonnement rythmique de la machine et le grésillement occasionnel de l'interphone quand Arthur venait prendre des nouvelles. « Où en est le travail, Elias ?» Sa voix était toujours fine, comme le froissement du papier. Je lui répondais que je respectais les délais, et l'interphone s'éteignait avec un clic métallique sec. La 3e nuit, l'atmosphère a changé. J'étais en train de scanner une boîte de correspondance personnelle des années 1990 quand le scanner s'est bloqué. J'ai ouvert le capot pour dégager le papier, et j'ai remarqué un reflet dans la vitre. Derrière moi, dans le coin sombre de la bibliothèque où la lumière de mon bureau ne parvenait pas, il y avait une forme. On aurait dit quelqu'un assis dans l'un des fauteuils en velours à haut dossier. Mon cœur a raté un bond. Je me suis retourné brusquement, l'application lampe de poche déjà ouverte sur mon téléphone. Le fauteuil était vide. Je me suis dit que c'était juste l'heure tardive et que les ombres jouaient des tours à mes yeux fatigués. Je me suis remis au travail, mais 10 minutes plus tard, l'interphone a grésillé. Il n'y a pas eu de salutation cette fois, juste le son de quelqu'un qui respirait, une respiration lourde, humide, laborieuse. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'unité murale. « Arthur, c'est vous ?» La respiration s'est arrêtée. Quelques secondes de friture ont suivi, puis un clic. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, j'avais l'impression que la pièce était plus petite qu'elle ne l'avait été pendant la journée. Le lendemain matin, j'ai décidé d'explorer un peu plus la maison. Les instructions de Rochefort disaient que l'aile principale était interdite, mais j'avais besoin de me sentir dans un foyer, pas dans une tombe. J'ai descendu la longue galerie vers l'aile ouest. En passant devant une double porte, j'ai senti quelque chose de familier. C'était l'odeur du bois de santal et d'épices anciennes. C'était exactement le parfum que mon père portait avant de s'éteindre il y a 5 ans. J'ai poussé les portes. Ce n'était pas une chambre, c'était un atelier rempli de maquettes architecturales. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé que ce n'étaient pas des maquettes de bâtiments célèbres, c'étaient des maquettes de chaque appartement et de chaque maison où j'avais vécu depuis l'université. Mon studio à Nancy, la maison de ville à Lyon. Même le plan d'étage était exact jusqu'à l'emplacement de mes meubles. J'ai senti une vague de nausée m'envahir. Ce n'était pas un travail d'archivage, c'était autre chose. Je suis retourné en courant à la bibliothèque
pour attraper mon ordinateur portable et mes clés de voiture. Je me fichais des 12 000 €. Je voulais juste rejoindre ma voiture et rouler jusqu'à ce que je tombe sur une route principale. Mais quand j'ai atteint la bibliothèque, la porte était verrouillée de l'extérieur. J'ai martelé le bois, hurlant après Arthur. L'interphone s'est allumé. Tu n'étais pas censé quitter la bibliothèque tout de suite, Elias. Nous n'avons pas fini le catalogue. Arthur, laissez-moi sortir. J'appelle la police. J'ai cherché mon téléphone, mais il n'était pas dans ma poche. J'ai regardé le bureau en acajou. Mon téléphone était posé là, en plein milieu du bureau, mais l'écran était réduit en miettes. C'est là que je l'ai entendu. Pas depuis le couloir, de derrière les étagères. Une section de la bibliothèque a pivoté vers l'intérieur, comme une porte silencieuse. Un homme est sorti. Il n'était pas vieux, et il ne ressemblait pas à un gestionnaire de propriété. Il portait un costume haut de gamme, qui ressemblait exactement à celui que j'avais porté pour les funérailles de mon père. Il tenait un appareil photo. L'éclairage ici est parfait pour l'entrée finale, a-t-il dit. Sa voix ne sortait pas de sa bouche. Elle sortait du haut-parleur de l'interphone sur le mur. Il tenait un émetteur sans fil. Je n'ai pas attendu qu'il bouge. J'ai saisi le lourd presse-papier en verre sur le bureau et je l'ai projeté contre la fenêtre. Le verre était épais, mais le poids du cristal l'a suffisamment fissuré pour que je puisse passer au travers d'un coup de pied. Je me suis précipité sur la terrasse en pierre, les éclats de verre m'entaillant les paumes. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai couru vers les bois, sachant que la route privée était trop longue, qu'il me rattraperait en véhicule. J'ai passé 6 heures caché dans une buse de drainage près de la limite de la propriété jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Quand j'ai enfin atteint une station-service et appelé les autorités, ils ont envoyé 3 patrouilles au domaine. Ils ont trouvé la maison complètement vide. Pas de meubles, pas de dossiers, pas de maquettes architecturales. La bibliothèque n'était qu'une pièce vide avec un seul bureau et une fenêtre brisée. La police m'a dit que la propriété était en saisie immobilière depuis 3 ans et que le propriétaire, un certain monsieur Rochefort, était mort en 2018. Ils n'ont jamais retrouvé Arthur. Ils ont cependant trouvé quelque chose dans les bois, près de l'endroit où je m'étais caché. C'était un petit boîtier étanche. À l'intérieur se trouvait une carte mémoire numérique. Quand les inspecteurs ont visionné les fichiers, ils ont trouvé des milliers de photos de moi. Pas seulement des 3 jours au domaine. Il y avait des photos de moi au supermarché dans ma ville natale. Des photos de moi en train de dormir dans mon appartement, il y a 3 ans. La dernière photo sur la carte avait été prise à travers la vitre de la station-service, alors que j'attendais l'arrivée de la police. J'ai déménagé dans un autre département. J'ai changé de nom. Je ne travaille plus comme archiviste. Mais chaque fois que j'entre dans une pièce avec un vieux système d'interphone, ou si je sens une odeur de bois de santal dans un endroit bondé, j'en ai la chair de poule. Enfin, il y a environ 1 mois, j'ai reçu un colis à ma nouvelle adresse confidentielle. Il n'y avait pas d'étiquette d'expéditeur. À l'intérieur se trouvait un seul catalogue, imprimé de manière professionnelle. Il était intitulé « La collection Elias, volume 1 ». Je ne l'ai pas ouvert. Je pense que je ne le ferai jamais. Certaines personnes collectionnent les timbres, d'autres collectionnent les pièces de monnaie, mais il y en a d'autres là-dehors qui collectionnent les vies. Et une fois que vous êtes dans leur catalogue, vous ne quittez jamais vraiment l'étagère. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.